Eh bien, je passe avec le plus grand plaisir la parole à Jean Marcoux, à ma droite. Oui, merci Monsieur le Président, et merci aux organisateurs de ce colloque, d'abord d'avoir eu l'idée d'un colloque original, et je crois qu'il faut finalement avoir le courage d'organiser ce genre d'événement, parce que c'est toujours une expérience intéressante que de débattre sur des sujets nouveaux et de croiser des disciplines qui finalement sont très proches. Et comme on vient de le dire, comme vient de le dire Lev Forster, finalement ont beaucoup de choses à se dire, hein, même si elles n'ont pas l'habitude de le faire. Alors moi, pour jeter finalement à votre sagacité, enfin vous demander un petit peu de réfléchir en cette fin de journée au thème qui nous est proposé, je voulais simplement procéder en 3 temps. Le premier temps, c'est un petit peu l'idée de mettre en situation effectivement les printemps arabes et les réflexions constitutionnelles, les évolutions constitutionnelles qu'ils ont provoquées, pour arriver finalement à mettre en perspective un certain nombre de ruptures de césure fondamentale qui permettent justement de comprendre les problématiques constitutionnelles. Et dans ce deuxième temps, la césure fondamentale que je voudrais mettre en avant, c'est celle qui sépare un petit peu un pays que je connais bien par ailleurs, qui est la Turquie, et en particulier le constitutionnalisme turc des efforts de constitutionnalisation dans le monde arabe. Et enfin, je voudrais terminer par un dernier point qui reviendra un petit peu sur les changements politiques et constitutionnels, justement consécutifs aux révolutions et aux soulèvements qui se sont produits à partir de 2011. Alors, premier point, un peu une mise en perspective historico-géographique des changements constitutionnels qui ont pris corps à l'issue des révolutions de 2011. Je crois que, en réalité, et notamment quand on observe la Méditerranée, ce qui est fascinant, c'est qu'il y a des expériences constitutionnelles qui sont multiples, différentes, un héritage constitutionnel qui est multiple, différent, et qui est finalement très riche. Là aussi, on a la chance dans les Sciences Po, dans les instituts d'études politiques, de pouvoir créer des cours nouveaux en dehors des catégories traditionnelles de cours. Et cela fait plus de 10 ans maintenant que même près de 15 ans déjà, que je fais un cours, d'ailleurs que je n'ai pas fait simplement à Grenoble, mais également en Égypte où j'ai été en poste, ou en Turquie où j'ai été en poste, voire dans différentes universités étrangères, et qui portent sur les régimes politiques du sud de l'Europe, bon, étant choisis un petit peu arbitrairement, mais c'est le Portugal, l'Espagne, l'Italie, la Grèce et la Turquie. Et finalement, bon, plus on avance dans les cours, ce qui est intéressant, c'est que les cours se développent aussi dans des contextes différents. Pendant très longtemps, je dirais que les pays d'Europe du Sud traditionnels, l'Espagne, la péninsule ibérique et la Grèce, tenaient un petit peu la pole position, parce qu'ils étaient en pleine ouverture, ils étaient un exemple, un modèle souvent, en particulier la transition démocratique espagnole. Et puis finalement, depuis après l'expérience de l'AKP, on a même parlé il y a quelques années du modèle turc, au moment même où justement les pays d'Europe du Sud entraient en crise. Donc c'est un paradoxe. Mais c'est vrai qu'on a dans ces expériences du Sud, et notamment plus on les explore, on avait d'ailleurs
une certaine, de la part des politistes et des juristes, un certain mépris pour, on disait finalement, il y a les démocraties fondatrices et puis il y a les démocraties tardives. Et quand on regarde finalement les constitutions de ces pays, il y a des expériences constitutionnelles, dès la constitution de Cadiz par exemple, ou le projet de constitution fédérale espagnole à la fin du XIXe siècle, qui sont des exemples passionnants. Et pareil pour le Portugal, également pour la Grèce, même si on a l'impression que la Grèce au départ a été que constituer l'expérience grecque que d'importation. En réalité, on s'aperçoit que très vite, les importations, on les transforme et on les aménage autrement. Alors, c'est vrai que le sud de la Méditerranée, et notamment où on commençait à prendre corps, en particulier en Tunisie, en Égypte, les révoltes de 2011 n'ont pas connu véritablement cette expérience, notamment parce que très largement elles étaient sous colonisation, Empire ottoman, de l'Europe. Et ceci dit, je crois qu'il y a des expériences quand même qui me paraissent intéressantes, et en particulier l'une d'entre elles est particulièrement intéressante, c'est celle de la constitution tunisienne de 1861, qui a été la première constitution du monde musulman. L'Égypte également, quand on regarde quand on se dit aujourd'hui pourquoi ça marche en Tunisie, en tout cas pourquoi finalement la Tunisie de ce point de vue-là s'est illustrée en matière de création constitutionnelle, il y a peut-être des raisons qui tiennent à cette expérience forte. Et quand on regarde l'Égypte, des soulèvements finalement brutaux, un soulèvement très brutal qui finalement aboutit, on a l'impression, c'est peut-être une fausse impression d'ailleurs, à un retour en arrière. On a déjà dans l'histoire égyptienne, finalement, c'est un pays de soulèvement, l'Égypte, c'est un pays d'émeutes en fait, avec les émeutes du colonel Ouarabi à la fin du XIXe siècle, ou la première révolution égyptienne, et cette idée de rejet très fort de la colonisation. Le WAFT est finalement la première constitution en 1923. Et puis, il y a un exemple intéressant dans la zone, un autre cas intéressant, c'est bien évidemment l'expérience constitutionnelle ottomane de 1876. Parce que c'est là une expérience qui touche à des domaines fondamentaux, en particulier qui est précédée par le mouvement des jeunes ottomans, qui est un mouvement qui essaye de mêler finalement l'identité musulmane et le constitutionnalisme libéral occidental, et qui essaye d'ailleurs de justifier le constitutionnalisme qui est en train de prendre corps dans l'Empire ottoman, en utilisant finalement des références musulmanes, proprement parlé. Et là, on a une constitution de 1876 qui est assez fascinante, parce que finalement, il y a une déclaration de droit, notamment. Donc on cherche finalement un citoyen, et en même temps, on est dans un pays, l'Empire ottoman, c'est un État communautariste, c'est une société communautariste avec les millettes. Donc on a cette cohabitation finalement de communautarisme et de citoyenneté séculière universelle. Alors, ça amène justement, comme je le disais, à montrer ici l'intérêt des expériences constitutionnelles turques. J'avais écrit déjà il y a bientôt 20 ans, le temps passe vite, un article dans la RDP qui portait sur l'expérience constitutionnelle turque, justement. Et quand on regarde, et ça c'est un peu mon deuxième point, quand on regarde finalement cette expérience, elle est intéressante, et en particulier l'expérience ottomane, mais ensuite les multiples constitutions qui ont eu lieu, parce que finalement, cette expérience constitutionnelle a fait de la Turquie aujourd'hui un pays où, voilà,
la charia ne s'applique pas. Un pays où la loi qui a dépassé finalement la loi religieuse. Et ça surprend beaucoup de gens, d'ailleurs, quand on en parle dans le monde arabo-musulman, parce que les gens croient qu'aujourd'hui, en Turquie, du fait de l'arrivée au pouvoir d'un parti qui est proche des islamistes, il y a un débat sur la charia. Comme ça s'est produit un petit peu dans tous les pays des révolutions arabes, après justement ces révolutions. Eh bien non. Pourquoi ? Parce qu'il y a finalement un code civil en Turquie. Donc il n'y a pas de débat vraiment sur le statut de la personne. Et ça, je trouve que c'est une différence importante, parce que lorsqu'on regarde, alors, la plupart des constitutions du monde arabo-musulman avant les nouvelles constitutions qui ont suivi les printemps arabes, partout on a, peut-être sauf en Syrie, c'est vrai, mais pour des raisons qui sont plus politiques que véritablement, enfin qui étaient plus des raisons tenant à la composition identitaire de la Syrie. On a partout l'islam comme religion d'État. On a généralement la charia qui s'applique, ou la loi religieuse qui s'applique en général, en partie avec plus ou moins d'intensité, sur le droit de la famille, une autorisation de la polygamie, et finalement une prégnance malgré tout du religieux sur le constitutionnel. Alors j'en termine parce que le président me regarde avec des gros yeux. Non, avec aménité. Qu'est-ce que les printemps arabes ont changé constitutionnellement? C'est vrai beaucoup de gens sont aujourd'hui assez déçus, mais parce qu'il n'y a pas eu véritablement de révolution constitutionnelle, globalement. Il n'y a pas eu de révolution constitutionnelle et finalement on a souvent dans l'écriture constitutionnelle, on est souvent revenu au même texte qu'on a réaménagé. Mais néanmoins, il y a des expériences intéressantes, en particulier, principalement, je dirais, les expériences tunisiennes et l'expérience marocaine. Et là, effectivement, je crois que là, il y a eu quand même des mini-révolutions constitutionnelles. Personnellement, la révolution moi, que j'ai vécue, c'est en allant à Rabat et en retournant à Rabat juste après la révision constitutionnelle de 2011, et en voyant que finalement le nom de l'Université internationale de Rabat était écrit en arabe, en français et en berbère. Donc effectivement, ça c'est effectivement une véritable révolution. Je crois aussi que dans le préambule en particulier de la constitution tunisienne, la manière dont est présentée en particulier la religion est effectivement là aussi, je crois, un début de révolution constitutionnelle qui est en cours. Donc je crois qu'effectivement on a un certain nombre de déceptions, mais que finalement, je crois aussi que c'est le propre des révolutions d'être souvent suivies par des périodes de réaction. Et je crois aussi qu'il y a, malgré tout, à l'issue des printemps arabes, un certain nombre de mini-révolutions qui sont des mini-révolutions constitutionnelles et qui sont des germes d'une évolution future qui est probablement prometteuse, même si aujourd'hui on a l'impression parfois d'un certain nombre de retours en arrière. Voilà.